Au cours des derniers mois, il semblait que la position des États-Unis envers la Russie s'adoucissait à nouveau. Fin 2025, les États-Unis ont proposé un plan de paix en 28 points, qui aurait donné à Vladimir Poutine presque tout ce qu'il souhaitait de la guerre en Ukraine s'il avait été accepté. Ce plan n'a mené nulle part, car l'Ukraine l'a remanié et Vladimir Poutine a fait ce qu'il fait toujours, gagner du temps. Le refus le plus récent de la paix a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le président américain Donald Trump. Oh, pour l'amour de Dieu. Une combinaison de ces problèmes liés au plan de paix et du désir des États-Unis de nuire au Venezuela a conduit à un revirement de la part des États-Unis, en collaboration avec le Royaume-Uni. Les États-Unis ont écrasé la Russie sans tirer un seul coup de feu. Tout a commencé par un blocus. Le 17 décembre, The Telegraph a rapporté que Donald Trump imposait un blocus à tous les pétroliers sanctionnés entrant ou sortant du Venezuela. Cette mesure visait à faire pression sur l'ex-président vénézuélien Nicolás Maduro, désormais détenu par les États-Unis après son extraction du pays. L'administration Trump a affirmé que Maduro utilisait le pétrole de ses pétroliers pour financer le trafic de drogue et d'autres crimes, comme l'indique un message de Donald Trump sur Truth Social. Donald Trump a déclaré que le régime vénézuélien est désigné organisation terroriste étrangère pour vol d'actifs, terrorisme, trafic de drogue et traite des êtres humains. Aujourd'hui, j'ordonne un blocus total de tous les pétroliers sanctionnés entrant ou sortant du Venezuela. L'annonce est survenue après que les États-Unis ont précédemment saisi un pétrolier sanctionné en route du Venezuela vers Cuba. Cela a envoyé un message à Maduro, rappelant à Trump d'avoir dit à l'ex-président vénézuélien que ses jours étaient comptés. Cependant, il y avait quelqu'un d'autre qui a entendu le message haut et fort, Vladimir Poutine. La Russie exploite une vaste flotte fantôme, comme le souligne le Télégraphe, pour transporter du pétrole entre la Russie, l'Iran et le Venezuela. Un blocus du Venezuela par les États-Unis serait défavorable à Poutine. Cela s'est confirmé quand les forces américaines ont localisé et arraisonné 2 navires de la flotte fantôme. Après l'annonce de Trump, l'Amérique s'est intéressée à un autre navire de la flotte fantôme, anciennement le Bella, un moment où Poutine a tenté d'intervenir. Ce navire, sanctionné par les États-Unis en 2024 pour des soupçons de transport pour le Hezbollah, n'a pas cédé sans bruit. Le navire, non enregistré au Guyana mais arborant son pavillon, a été surpris tentant de contourner le blocus américain. S'ensuivit une course-poursuite de 3 semaines, après que l'équipage russe, ukrainien et indien du navire ait fui vers l'Atlantique en ignorant un ordre d'arrêt. Les États-Unis ont suivi. Vladimir Poutine a tenté d'intervenir, mais la veille du Nouvel An, la Russie a finalement ajouté le Bella 1 au registre maritime, selon le Télégraphe. Le Kremlin a estimé que cela constituait un sanctuaire de dernier recours, et que cela serait sûrement suffisant. En laissant de côté les liens entre Donald Trump et Vladimir Poutine, on pourrait penser que les États-Unis renonceraient à la poursuite. Le navire a fait demi-tour avant d'atteindre le Venezuela, ne transportait pas de pétrole et monter à bord risquait d'enfreindre le droit international et de provoquer un incident diplomatique, selon le Télégraphe. Mais le Kremlin s'est trompé. Les États-Unis ont poursuivi leur tentative d'interception du Bella 1, provoquant des réprimandes du Kremlin. Les États-Unis s'en fichaient, ils allaient prendre le navire. Même après une demande officielle de la Russie, les États-Unis ont refusé d'arrêter la poursuite, rattrapant finalement le navire avec l'aide de leurs alliés britanniques. Selon la Pravda du 7 janvier, le secrétaire à la défense britannique John Healey a confirmé que l'armée britannique a aidé l'opération américaine pour intercepter le Bella 1, renommé depuis Marinera. John Healey a seulement indiqué que les troupes britanniques ont agi avec compétence et professionnalisme pour aider les États-Unis à intercepter le navire Bella 1 en route vers la Russie. Des avions de la Royal Air Force ont participé à l'opération. Selon la Pravda, un coup de semonce a été tiré devant la proue. Les États-Unis refusaient désormais les supplications, cajoleries et menaces russes. Le blocus resterait et intercepterait tout navire tentant de contourner les efforts américains d'exportation de pétrole vers ou depuis le Venezuela. La capture du Bella 1 a montré à Poutine. Les États-Unis étaient à sérieux, bien que le président russe pensait pouvoir influencer Trump grâce à leurs relations chaleureuses et éviter qu'il ne gêne les intérêts russes. Les États-Unis n'étaient pas seuls. Comme l'a indiqué United 24 Media le 7 janvier, jour de la détention du Bella 1. Les États-Unis ont saisi un second pétrolier russe, le motor tanker Sofia, dans la mer des Caraïbes. Ce pétrolier était sans pavillon national et sous sanction américaine, selon le média. Des images publiées par le commandement sud des États-Unis montrent les forces américaines montant à bord du Sofia, qui aurait été trouvé en train de naviguer sans les documents d'enregistrement appropriés.
La secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Kristi Noem, s'est exprimée sur X pour annoncer la capture du Bella One et du motor-tanker Sophia. Les criminels sont avertis. Fuir ne suffit pas. Vous ne pouvez pas vous cacher. Nous poursuivrons sans relâche la protection du peuple américain et la lutte contre le financement du narcoterrorisme partout. Noam a indiqué que cette fois, la cible semble plus être Poutine que Maduro. Après tout, Maduro croupissait déjà dans une cellule de prison au moment où ces arrestations ont eu lieu. Les États-Unis veulent que Poutine sache que les navires sanctionnés de la Russie ne sont pas les bienvenus près du Venezuela. Le dirigeant russe a essuyé un revers avec la capture de ces 2 pétroliers de la flotte fantôme. S'il croyait que sa relation avec Trump pouvait sauver la situation, il allait être brutalement déçu. Le 8 janvier, The Independent et Al Jazeera ont rapporté que Trump soutenait un projet de loi sanctionnant les pays achetant de l'énergie russe. L'approbation du projet de loi par Trump, annoncé par le sénateur Lindsey Graham, a permis l'instauration de tarifs douaniers jusqu'à 500. L'approbation de Trump à elle seule ne suffit pas à faire adopter le projet de loi. Bien sûr, il doit encore passer par les voies habituelles que tout projet de loi doit suivre pour devenir une loi. Avec l'accord de Trump, le principal obstacle à l'adoption du projet de loi a disparu. Ce projet de loi permettra au président Trump de punir les pays qui achètent du pétrole russe bon marché, alimentant ainsi la machine de guerre de Poutine, rapporte Al Jazeera. Graham, lors de l'annonce de l'approbation de Trump. Il a déclaré « Ce projet de loi donnera au président Trump un fort levier pour pousser la Chine, l'Inde et le Brésil à arrêter d'acheter du pétrole russe bon marché. Cela fournit le financement pour le bain de sang de Poutine contre l'Ukraine. Poutine perd aussi des pétroliers de la flotte fantôme. Si ce projet de loi est adopté, il pourrait se retrouver à perdre certains de ses plus gros clients pétroliers, qui se trouvent également être des pays qui injectent des milliards de dollars provenant du pétrole et du gaz dans les caisses de guerre russes. Un tel projet de loi aurait sûrement un impact fort. Selon Euromaidan Press, le sénateur Graham a rappelé qu'un tarif de 25% sur l'achat de pétrole russe a poussé l'Inde à réduire ses importations. Un projet de loi qui propose des tarifs 20 fois plus élevés donnerait matière à réflexion aussi bien à l'Inde qu'à la Chine. Il se demande si les tarifs préférentiels sur le pétrole russe justifient de supporter le choc économique que les États-Unis préparent contre la Russie. L'adoption de ce projet de loi causerait un lourd impact financier si la Chine et l'Inde arrêtaient vraiment d'importer du pétrole russe. Al Jazeera indique qu'en novembre 2025, la Chine comptait pour près de la moitié et l'Inde pour 38% des exportations russes de pétrole brut. The Independent précise que ces 2 pays représentent près de 70% des exportations d'énergie russe. Le projet de loi sur les sanctions secondaires existe depuis longtemps. Présenté en avril 2025, le projet de loi comptait 81 coparrains, bipartites au 21 mai, selon le site du sénateur Graham. Peut-être n'a-t-il pas été approuvé plus tôt pour cette raison. Trump pensait pouvoir exploiter sa relation avec Poutine pour arrêter la guerre en Ukraine, sans impliquer les États-Unis dans une guerre commerciale avec l'Inde et la Chine liée aux sanctions contre la Russie. Mais après des mois où Poutine a rejeté les accords de paix et ignoré le blocus américain au Venezuela, Trump semble avoir perdu patience. Dans les semaines ou les mois à venir, il semble probable que le projet de loi sur les 500 tarifs va être promulgué. On ne peut jamais être sûr avec les États-Unis. Le feu vert de Trump au projet de loi pourrait être une menace pour pousser Poutine à négocier. Le Royaume-Uni a aussi agi avant la capture du Bella 1, le Monte Sophia, et le feu vert à un possible projet de loi de sanctions dévastatrices pour la Russie. Le Royaume-Uni a aussi lancé une initiative pour contrer les exportations russes de gaz naturel liquéfié. Comme l'écrit Euromaidan Press dans un article du 8 janvier. La Grande-Bretagne a annoncé en novembre 2025 qu'elle interdirait progressivement en 2020 aux entreprises britanniques de fournir des services maritimes, d'expédition, d'assurance et de maintenance pour le gaz naturel liquéfié russe. Tandis que Poutine doit gérer les pétroliers fantômes capturés et les futures sanctions secondaires, le Royaume-Uni prévoit de supprimer les importations de gaz naturel liquéfié en 2026. Cette décision est notable pour son impact potentiel sur les exportations russes de gaz naturel liquéfié vers le Royaume-Uni. Et parce qu'il s'agit d'un exemple où le Royaume-Uni devance l'Union européenne, ou Union européenne en matière de suppression de ses exportations. L'Union européenne n'a pas sanctionné la flotte de méthaniers russes, selon Euromaidan Press, préférant interdire les importations de gaz naturel liquéfié à partir de janvier 2027. 40 groupes de la société civile, dont Greenpeace et Razomuistan, jugent cette échéance trop tardive. Ils pourraient avoir raison.
La Russie tire d'importants revenus de la vente de gaz naturel liquéfié à l'Union européenne. Selon The Irish Independent, le 8 janvier, l'Union européenne dépend toujours du gaz naturel liquéfié russe. Rien n'indique qu'en 2026, l'Union européenne ralentira ses importations de ce produit énergétique. Le média rapporte que 7,61 des 19,7 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié produites par le projet Yamal en Sibérie du Nord-Ouest ont été acheminées vers l'Union européenne en 2025. L'achat de gaz naturel liquéfié à un unique fournisseur russe s'élève à 72 milliards d'euros, générant environ 839 milliards de dollars pour les entreprises russes, intégralement taxées par le Kremlin. Euromédan Presse analyse aussi le projet Yamal, en abordant la dépendance de l'Union européenne au gaz naturel liquéfié russe. Il indique que Greenpeace estime que le projet Yamal a généré 40 milliards de ventes de gaz naturel liquéfié entre 2022 et 2024, permettant au Kremlin de percevoir 95 milliards d'impôts directement versés à l'opération militaire spéciale de Poutine. C'est suffisant pour financer 271 000 drones Shahed selon Euromédan Presse. Donc, il n'est pas exagéré de dire que le retrait lent de l'Union européenne du gaz naturel liquéfié russe contribue à permettre à Poutine de maintenir sa stratégie de frappes à longue portée contre l'Ukraine. Les sanctions sur le gaz naturel liquéfié russe ont eu un certain effet. Le 25 décembre, Reuters a annoncé que la Russie a dû retarder de plusieurs années son objectif de produire 100 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Mais encore une fois, on pourrait en faire plus. Le Royaume-Uni a pris les mesures nécessaires, mais l'Union européenne traîne des pieds collectivement. Euromédan Presse indique que le projet Yamal utilise 15 pétroliers brise-glace, Arc 7-7, dont 6 basés au Royaume-Uni, sont désormais soumis à ces restrictions. 5 autres sont gérés par l'entreprise grecque Dynagas. Les contributions des deux nations représentent 11 des 15 pétroliers Arc 7, dont la Russie a besoin. L'Union européenne pourrait arrêter la majorité des exportations du projet Yamal. Si elle prenait les mêmes mesures avec les pétroliers grecs qu'avec les siens, la Russie ne pourrait pas remplacer ses navires. Les sanctions l'ont limité à des essais sur un Arc 7 qu'elle tente de construire seule. Nous devrons attendre et voir si l'Union européenne aura le courage de suivre l'exemple du Royaume-Uni en prenant une mesure aussi audacieuse. Beaucoup de membres de l'Union européenne dépendent encore du gaz naturel liquéfié russe, mais l'essentiel est que les États-Unis et le Royaume-Uni limitent déjà les exportations d'énergie russe. Pour Bella, ils ont collaboré pour contrôler un navire sanctionné. La Russie est passée de la négociation avec les États-Unis à l'avertissement, puis à la menace d'escalade militaire potentielle. Si l'Amérique cible encore la flotte fantôme, au moins une personne menace. Le 7 janvier, United 24 Media a indiqué qu'Alexei Zaravliov, premier vice-président du comité de défense de la Douma russe, menaçait d'une action militaire russe, dont une réponse nucléaire. Zaravliov a d'abord adopté une position plus raisonnable sur la vision russe des événements au Venezuela et concernant ses navires de la flotte fantôme. Le responsable de la Douma a proposé une riposte militaire, suggérant d'attaquer avec des torpilles ou de couler des navires américains. À propos du Bella 1, il a déclaré « C'est de la piraterie. La saisie d'un navire civil par la marine américaine équivaut à une attaque contre le territoire russe. Puisque le pétrolier battait notre pavillon national. Il est vrai que le pavillon n'a été hissé qu'après plus d'une semaine, pendant laquelle les États-Unis poursuivaient le navire de la flotte fantôme. Certains diront que Zaravliov n'a pas tort, même si brandir le drapeau russe était vu comme un passe-droit. Zaravliov a ensuite profité de sa tribune pour évoquer la question des armes nucléaires. Nous devons réagir fermement et rapidement, notre doctrine militaire prévoyant même l'usage d'armes nucléaires en réponse à une telle attaque. Selon les informations, un sous-marin et d'autres navires militaires russes étaient proches du navire, a-t-il déclaré. Les responsables russes ont déjà menacé d'utiliser le nucléaire. Et il n'est pas clair dans quelle mesure ces déclarations reflètent réellement les pensées de Zaravliov, et dans quelle mesure il s'agit de Poutine, qui s'exprime par la bouche d'un proche. La seule chose qui semble claire, c'est que ce que font les États-Unis et le Royaume-Uni avec la flotte fantôme russe et leurs sanctions a ébranlé la Russie. C'est justement le but. Il semble que les États-Unis et le Royaume-Uni voulaient déstabiliser Poutine. D'autant plus que cette série d'incidents a humilié Poutine et a contribué à débuter une année qui révèle que Poutine est bien plus faible qu'il ne le prétend. Le Télégraphe souligne ce point dans son article du 7 janvier avec le correspondant étranger principal du média, Adrien Blomfield, qui écrit « Depuis plus de 25 ans, au pouvoir,
Vladimir Poutine veut que Washington le considère comme le chef d'une grande puissance, égal des États-Unis comme à l'époque de la guerre froide. Dans les eaux hivernales de l'Atlantique Nord, M. Trump a humilié le président russe en le traitant comme un petit poisson. Ce mépris envers la Russie doit être dur pour Poutine, surtout que les États-Unis ont déjà montré leur manque de respect pour ses efforts en faveur de Maduro. Nous avons traité l'opération américaine pour capturer Maduro et son impact possible sur Poutine dans une vidéo. Regardez cette vidéo pour l'histoire complète, mais la capture de Maduro réduit surtout l'influence de Poutine en Amérique du Sud. Le fait que les États-Unis et le Royaume-Uni ciblent désormais ouvertement la flotte fantôme est un nouveau coup pour ce soi-disant dirigeant fort, dont l'armure montre maintenant des fissures évidentes. Les États-Unis n'ont pas non plus eu peur de dire à Poutine qu'il se moque de ses réactions. Le 7 janvier, la Pravda a cité Caroline Leavitt de la Maison-Blanche, qui tentait de concilier les positions tout en notant les bonnes relations entre Trump et Poutine. Leavitt a ajouté que Trump a affirmé que retenir les navires sanctionnés est la politique de son administration, et qu'il n'hésite pas à l'appliquer. Peut-être que Trump exprime ainsi sa frustration face à l'absence de paix en Ukraine. Pourtant, la pression sur Poutine s'est, pour l'instant, retournée contre lui. Le New York Post rapporte les propos du ministère russe des Affaires étrangères sur un plan de paix amendé en 19 points examiné par le Kremlin. Le document s'est avéré être extrêmement éloigné d'un règlement de paix. La déclaration ne cherche pas la paix et la sécurité durable, mais vise à poursuivre la militarisation et l'escalade du conflit, selon le ministère. Traduction: il n'y aura pas de paix. Pourtant, des fissures apparaissent, et Vladimir Poutine semble aujourd'hui plus faible comme influenceur géopolitique mondial qu'il ne l'a été depuis longtemps. John E. Herbst, du Conseil de l'Atlantique, l'a souligné après la capture de Maduro dans un article du 5 janvier. Herbst a affirmé que c'était la seconde fois que Donald Trump agissait contre les intérêts russes, sans conséquence. La première étant l'attaque américaine contre le nucléaire iranien en juin 2025. La peur que Vladimir Poutine pensait inspirer ne semble pas toucher Donald Trump. La détention de 2 navires sanctionnés, ainsi que la perspective de sanctions secondaires, semblent montrer que les États-Unis sont prêts à provoquer Vladimir Poutine chaque fois qu'ils en ont envie. Avec l'implication du Royaume-Uni, Poutine pourrait voir d'autres ennemis présumés prendre confiance pour s'opposer à lui. Concernant l'Iran, Vladimir Poutine paraît impuissant face aux manifestations révolutionnaires qui secouent le pays. La Russie s'affaiblit tandis que le régime iranien vacille, menaçant la position de Vladimir Poutine parmi les dirigeants mondiaux influents. Regardez notre vidéo pour en savoir plus. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre les actions des États-Unis et du Royaume-Uni contre la Russie. Merci de votre fidélité.